Je vais démarrer par me présenter. Je suis Romain Leformad. J'ai en charge le marketing des solutions de Certinia, la marque de confiance numérique du groupe Tessi. Et on va faire un focus ce matin sur la signature électronique. On va procéder en deux temps. D'abord, en une dizaine de minutes, vous présentez quelques slides avec voilà, quelques données de marché importantes à avoir en tête. Et puis ensuite, vous présentez un petit peu la manière dont on se positionne sur ce marché. Et puis ensuite, en 10-15 autres minutes, je vous présenterai une démonstration de notre solution avec un cas d'usage très précis pour que vous puissiez vous projeter avec notre solution. Comme d'habitude, mais je vois que c'est déjà le cas, je vous invite à bien couper vos micros et à privilégier le chat pour poser vos questions. Et puis, on donnera un petit peu de temps en fin de présentation pour y répondre. Signature électronique, c'est un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est finalement devenu une véritable commodité. C'est un incontournable dans vos projets de digitalisation, que ça soit la digitalisation de vos parcours clients ou que ça soit l'optimisation de vos processus internes. La signature électronique, il ne faut pas seulement l'envisager dans des phases de souscription avec vos clients notamment, mais il faut aussi l'envisager dans des phases de contractualisation ou de souscription ou d'engagement dans vos processus avec vos collaborateurs, avec vos partenaires, avec vos fournisseurs. Et donc, on va aujourd'hui essayer de comprendre, ou en tout cas, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour, pour vous aider à déployer cette signature électronique partout et pas seulement la restreindre à un périmètre donné. Car aujourd'hui, la signature électronique, elle est massivement déployée dans les organisations, mais souvent dans des processus ou pour des documents bien précis, restreints à un périmètre métier. Et on va essayer de voir pourquoi cela est dommage. Pour démarrer, je souhaitais mettre l'accent sur un chiffre important pour vous dire que beaucoup d'organisations ou la grande majorité des organisations aujourd'hui sont convaincues de basculer à la signature électronique, mais il faut savoir que vos clients aujourd'hui sont prêts à utiliser la signature électronique. 87% des Français ont déjà utilisé au moins une fois une signature au format numérique. Ça veut dire que ça y est, aujourd'hui, quasiment tous les Français ont déjà utilisé la signature électronique au moins une fois dans l'année pour différents usages. On pourra aussi y revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ça devient de plus en plus fréquent. 70% des Français ont déjà utilisé la signature électronique moins d'une fois par mois. Donc, il y a un usage de plus en plus fréquent qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est pas seulement j'ai déjà signé une fois, mais je me retrouve dans des contextes où je signe de plus en plus en format électronique. Et les gens en sont convaincus. Les Français en sont convaincus. 73% d'entre eux jugent que c'est une très bonne chose de passer au digital versus le papier. Donc ça y est, il n'y a plus de doute maintenant. Alors évidemment, il y a des questions autour de ce passage au digital, mais nous sommes convaincus, je dis nous parce que nous sommes d'abord des citoyens, et nous sommes aujourd'hui convaincus de basculer en digital et d'utiliser la signature électronique. Pour autant, il reste encore une partie d'entre vous qui n'êtes pas encore complètement convaincus, qui n'ont pas encore complètement basculé dans la signature électronique. Il y a à peu près encore un quart des organisations qui continuent de s'interroger, mais qui envisagent un investissement dans la signature électronique d'ici à 3 ans. Donc, on voit que c'est un marché, celui de la signature électronique, qui devient mature et qui fait que ben, toute organisation, quasiment aujourd'hui, a déjà utilisé la signature dans un de leurs process. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est j'ai un outil de signature électronique ou j'envisage d'acquérir un outil de signature électronique, mais est-ce que j'ai cartographié tous les processus qui peuvent être concernés par cette signature électronique? Je vais vous donner un exemple. Dans le domaine bancaire, par exemple,
On va signer un contrat pour un crédit immobilier en électronique et les avenants qui pourrait y avoir autour de ce contrat ou les autres documents qui pourraient être générés autour de ce contrat et tout au long de la vie du contrat vont être signés en format papier. D'accord? On va ouvrir un compte bancaire par signature électronique et dans la même agence, on va souscrire à une assurance et on va signer en format électronique. Je vais vouloir clôturer un compte type PEL pour pouvoir récupérer ma mise. Je vais signer la clôture du compte en signature manuscrite alors que j'ai ouvert ce même PEL en signature électronique. Je vous parle de ça parce que c'est des choses que j'ai vécues récemment. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt à déployer cette signature électronique partout. Mais alors, comment s'y prendre? Eh bien, très concrètement, on vous donne 5 bons réflexes, 5 bons conseils, 5 trucs et astuces pour penser cette signature électronique la plus largement possible. D'abord, il faut, je parlais tout à l'heure de cartographie des parcours ou des processus, il faut impliquer tous les acteurs qui vont être directement ou indirectement touchés par la signature électronique. D'accord? Dans un processus, par exemple, de signature de contrat avec un client, évidemment, vous allez avoir votre équipe commerciale, mais vous allez avoir l'ADV, puis vous allez avoir l'équipe projet qui va être concernée par l'usage de la signature électronique, parce que dans le projet, il va y avoir des documents à signer, type les PV de livraison, par exemple. Il va y avoir aussi la facturation, qui va peut-être à un moment donné avoir besoin aussi d'utiliser la signature électronique. Donc, dans un process qui pourrait être bien défini, qui est celui du contrat de vente, et bien finalement, il y a plein d'autres services qui vont être concernés directement ou indirectement par la mise en place de cette signature électronique. Donc évidemment, il y a le service métier, mais il faut penser à la DSI, il faut penser au service juridique, conformité légale, et il faut bien sûr y impliquer tout de suite la direction générale dans un projet qui devient, du coup, par définition, un projet d'entreprise. Deuxième conseil, c'est de bien penser à adopter une solution de signature électronique qui va être capable de couvrir tous vos besoins en matière de signature électronique. Alors quand je dis besoin, c'est évidemment ces fameux niveaux, simple, avancé, qualifié, on ne va pas y revenir aujourd'hui, mais voilà, le niveau 1, 2, 3, EDAS, mais c'est aussi une solution qui va être capable de s'adapter à votre organisation en matière de parties prenantes. Il n'y a pas que les signataires qui interviennent dans un parcours de signature. Il va y avoir des approbateurs, des valideurs, des gens qui vont donner leur go ou pas avant de passer à la signature. Il va y avoir des destinataires, des personnes qui vont être informées que le document a été signé. Je prenais le contrat de vente tout à l'heure, il faut informer automatiquement l'ADV que, par exemple, le contrat a été signé par le client pour déclencher la prévente. Donc, il faut penser à une solution de signature qui ne fait pas que signer, mais qui est capable de se modeler à vos usages et à vos pratiques d'organisation. Troisième conseil, c'est de bien penser aussi aux moyens de déployer cette signature électronique. Euh, En fonction des volumétries, en fonction de l'urgence, en fonction du périmètre projet, on va être capable de proposer différents modes de déploiement. J'y reviendrai tout à l'heure. Le mode portail, le mode API, SFTP, l'intégration dans des logiciels métiers, etc. Et donc forcément, en fonction de ces éléments-là, on va préconiser de d'abord commencer par le mode portail ou directement de passer en mode intégration, entre guillemets, via de l'API ou du connecteur. Quatrième conseil, c'est de penser l'intégration de cette signature électronique au sein de vos parcours digitaux, aussi bien côté client qu'en interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est mettre un outil de signature électronique, pour mettre un outil de signature électronique, mais que ça vient amener une rupture dans le parcours digital qui est en place, vous allez amener un risque de rupture. Vous allez générer un risque de rupture. Ça veut dire quoi un risque de rupture? C'est qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose dans le parcours qui fait que l'utilisateur, interne comme externe, va préférer s'arrêter parce qu'il va avoir un doute. D'accord? Par exemple, vous envoyez des documents contractuels par mail. Dans le mail, vous avez un lien qui permet d'accéder aux documents en ligne pour pouvoir signer. Je donne un exemple. OK? Bon, bah, le fait de cliquer sur un lien dans un mail peut amener
de la réticence, par exemple. Donc, il faut penser l'intégration de cette signature électronique dans un parcours d'ensemble, aussi bien pour vos clients qu'en interne. Il faut penser à vos collaborateurs. Ce sont les premiers prescripteurs, ambassadeurs de la signature électronique. Si pour eux, c'est compliqué de mettre un nouveau document en signature ou de signer un document, bah, évidemment, il ne va pas y avoir un usage massif de cette signature en interne. Donc, vous avez tout intérêt à onboarder correctement aussi vos collaborateurs. Et puis, le dernier conseil, c'est de ne pas penser qu'à la signature, parce qu'il se passe des choses avant et après la signature. Comment vous récoltez les pièces pour constituer le dossier, comment vous vérifiez ces pièces, comment potentiellement vous faites une vérification d'identité en amont de la signature ou en aval de la signature, qu'est-ce que vous faites des documents? Stockage en GED, en archivage électronique. Voilà. Donc, il faut penser à tout ça et c'est tout l'intérêt aussi de s'appuyer sur un partenaire de confiance, sur un tiers de confiance qui va être capable d'amener un certain nombre d'outils, je vais y revenir, autour de ces notions de confiance et de lutte contre la fraude. Je regarde s'il y a quelques réactions, n'hésitez pas évidemment à rebondir sur mes propos et à nous partager aussi votre expérience si vous avez déjà mis en place ce type de solution et les écueils auxquels vous êtes peut-être auxquels vous faites face. On parle de tiers de confiance, c'est justement la philosophie de Certinia que de se positionner comme un partenaire de service de confiance. D'accord? C'est quoi un partenaire de confiance pour nous? C'est un acteur qui se positionne véritablement comme un partenaire aux côtés de nos clients pour les accompagner dans une digitalisation sereine, sécurisée, de confiance des parcours clients. Et notre philosophie, c'est de croire que le risque de fraude, d'usurpation, de détournement, etc., il se situe à toutes les étapes du parcours client. De la première prise de contact, où votre client va potentiellement remplir un formulaire sur Internet, jusqu'à la contractualisation et potentiellement jusqu'à la résiliation qui va amener, par exemple, de la fraude au faux remboursement ou aux fausses réclamations, par exemple. Donc, il faut évidemment avoir ces notions en tête, de se dire que le risque, il se situe tout au long du parcours. C'est la raison pour laquelle, chez Certinia, nous avons un ensemble de solutions de confiance qui s'appuient sur 4 briques importantes. Une brique de vérification d'identité qui va être capable de vous apporter les bons niveaux de vérification d'identité en fonction de vos besoins et des exigences, c'est dur à dire ça, exigences réglementaires qui s'imposent à vous. Dans certains cas, vous avez besoin simplement de faire un contrôle de la pièce d'identité via un scan de pièce. Dans d'autres cas de figure, vous avez besoin d'aller jusqu'à une vérification d'identité en équivalent PVID. D'accord? Et évidemment, en fonction de ces usages, on va être capable de vous apporter les différentes briques technologiques pour réaliser le bon niveau de vérification d'identité. Notre outil de signature électronique, je vais y revenir dans quelques instants, je ne vais pas m'étendre ici. Une solution Digital ID qui va permettre en fait qui va vous permettre de délivrer une identité numérique de confiance réutilisable pour un client. D'accord? Vous onboardez un client, un nouveau client, il va potentiellement se connecter plusieurs fois sur votre extranet, sur l'extranet locataire pour pouvoir faire des actions, des opérations, je ne sais pas, de consultation, de solde, de changement de RIB, de changement de bénéficiaire, que sais-je. Et ben, il va falloir à un moment donné vérifier son identité plutôt que de refaire une vérification d'identité avec des éléments type biométrie faciale, face matching, etc., bah, finalement, on lui aura délivré une identité numérique de confiance qui va pouvoir mobiliser pour se connecter à ce service. Et puis enfin, les services de confiance. Les services de confiance, ce sont tous ces produits, ces solutions qui sont certifiés, qualifiés de confiance par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information. Alors, vous en connaissez quelques-uns de ces services de confiance. En fait, vous en connaissez même 2, très bien. Le premier, vous l'avez tous et toutes utilisé au moins une fois, c'est le fameux QR code des tests Covid PCR qui ont été réalisés depuis 2020. Et ben, ce QR code, il est sécurisé par une technologie qui s'appelle le 2D Doc au travers d'un cachet électronique visible. Et donc, on en a délivré 200 millions depuis le début de la crise Covid. Et puis, vous en connaissez un deuxième, alors qui est
moins sympa encore que ce test Covid, c'est lorsque vous connectez au site des impôts, impôts.gouv.fr. Vous irez voir la prochaine fois que vous y connecterez, vous cliquerez sur le petit cadenas qui est à côté de la barre d'URL et vous verrez que c'est un certificat SSL fourni par Certinia qui sécurise le site des impôts, tout comme on sécurise par exemple le site de l'Élysée ou d'autres sites ou des sites d'autres ministères. Et puis, d'autres services de confiance que vous connaissez peut-être, les certificats électroniques de signature, ces fameuses clés de token, vous savez que clés USB que vous branchez, qui sont équivalents à RGS ou EIDAS, on ne va pas rentrer dans ces termes-là. Et puis, l'archivage électronique aussi, puisque c'est le bout de la chaîne, le maillon final qui doit vous permettre de stocker en toute sécurité les documents qui portent une valeur juridique forte, notamment en traite de signature électronique, dans un archivage électronique à valeur probatoire. Donc voilà ces services de confiance qui viennent compléter ces 3 modules technologiques. Et puis, Certinia, on est un acteur présent sur le marché depuis plus de 10 ans. On accompagne plus de 25 000 clients dans les secteurs privés ou publics et dans différents cas d'usage. Et puis, je vous donnais la volumétrie tout à l'heure de tests Covid qui ont été sécurisés par la technologie du 2D Doc de Certinia, mais c'est aussi 500 bureaux d'enregistrement délégués. Alors, c'est quoi ces bureaux d'enregistrement délégués? C'est en fait des notaires avec qui on travaille et qui vont réaliser, qui sont agréés pour réaliser de la vérification d'identité en face à face quand cela est nécessaire. Parce qu'il y a des cas de figure où on a besoin de faire une vérification en face à face pour atteindre le niveau 3 EIDAS. Et donc, on travaille avec un réseau notamment de 500 notaires qui, en fait, sont des relais pour nous auprès de nos clients pour faire cette vérification d'identité en face à face. Et puis, c'est également plus de 20 000 certificats qui sont émis chaque année, que ce soit des certificats SSL, de signature, d'authentification, etc. Donc, on est un acteur aujourd'hui qui est présent sur le marché, qui est dans la place et qui dispose d'un certain nombre de qualifications et de certifications, aussi bien à l'échelle française qu'à l'échelle européenne. Et puis, évidemment, gage de confiance, ce sont nos clients. Vous avez ici un certain nombre un panel qui représente un petit peu les clients avec lesquels on peut travailler. Et donc, vous voyez qu'on a des tailles et des métiers d'entreprises différentes. On est en capacité d'accompagner différentes entreprises dans ces démarches de digitalisation des parcours. Deux questions. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de signature électronique. Je vais faire une petite présentation très rapide de cette solution Certinia Sign et ensuite je vous présenterai une démo très concrète. Donc Certinia Sign, c'est notre plateforme de signature électronique qui s'appuie sur 4 caractéristiques importantes. La première, c'est la mise à disposition d'un portail web qui vous permet très rapidement de pouvoir déployer cette signature électronique partout. Le portail, il se déploie il s'active chez vous en quelques heures, en moins d'une demi-journée. Et donc très vite, vous pouvez démarrer avec ce portail de signature électronique que vous allez voir tout à l'heure et qui vous permet très facilement de pouvoir émettre vos premiers documents en signature. Cette interface web, elle a été travaillée pour respecter les exigences du règlement RGAA sur l'accès au numérique et elle permet aux non-aguerris de pouvoir, que ce soit dans la phase de préparation ou dans la phase de signature, de pouvoir très facilement et le plus intuitivement possible signer en électronique sans trop te poser de questions. Car je rappelle que l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est véritablement de ne pas créer de rupture dans le parcours, de ne pas créer de doute lorsque on démarre un parcours de signature électronique. Deuxième caractéristique importante, c'est que notre solution Certinia Sign, elle délivre les 3 niveaux de signature électronique, simple, avancé, qualifié. Je rappelle que 90% à peu près des usages aujourd'hui de signature électronique, c'est du niveau simple. D'accord? Donc, ne vous posez pas trop de questions. Partez du principe que tous les documents que vous signez aujourd'hui, les notes de frais, les contrats RH, les lettres de mission, etc., sont des documents qui peuvent être signés en signature simple. Dans d'autres cas de figure, et là, c'est plutôt la réglementation qui va nous guider, vous allez devoir déployer de la signature avancée, voire qualifiée. Troisième caractéristique importante, c'est que cet outil de signature électronique ne fait pas que signer.
À l'intérieur de CertinaSign, on a la possibilité de créer des workflows de signature, des circuits de signature qui vont intégrer des approbateurs, des personnes qui vont intervenir dans le circuit pour valider les documents, mais qui ne vont pas forcément signer. On va intégrer des destinataires, des personnes qu'on va informer une fois que le document aura été signé. Et vous verrez qu'une des caractéristiques fortes de la solution, c'est la gestion des modèles de signature qui va permettre très facilement à un opérateur de pouvoir mettre un document en signature sans avoir à construire le workflow, mais on va y revenir. Et puis, une dernière caractéristique, je vous parlais du portail web qui permet facilement de démarrer, mais dans des cas de figure, vous souhaitez tout de suite démarrer avec des volumes plus importants de signatures ou vous souhaitez intégrer cette signature électronique dans vos ERP métiers, eh ben, on a la possibilité de le faire en mode API, en mode batch, pour pouvoir gérer ces demandes-là. Donc, vraiment, en fonction de votre maturité sur le sujet et de l'urgence de votre projet, on va être vraiment dans cette phase, soit le mode portail, soit le mode API batch, ou les deux aussi. Évidemment, les deux sont tout à fait possibles. Je vous propose, alors, bien sûr, je reviens un petit peu là-dessus en 10 secondes, mais évidemment, c'est une solution qui repose sur des normes, sur des qualifications, sur des certifications dont vous en avez un certain nombre ici à l'écran. Nous sommes un opérateur de confiance. Donc, nous avons la confiance de nos pairs. Nos pairs, c'est finalement l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information, qui nous délivre ces qualifications, ces certifications, notamment, et qui nous permet d'avoir une dimension française et européenne dans le développement et le déploiement de nos solutions. On donne beaucoup d'importance aussi à être un acteur souverain. Ça veut dire un acteur qui développe soi-même ses solutions, qui les héberge soi-même, qui les déploie soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Alors évidemment, on travaille avec un réseau de partenaires, mais nous sommes propriétaires de nos solutions. Nous les développons nous-mêmes. Nous avons des équipes basées à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et à Boulogne, à côté de Paris. Et aujourd'hui, ces équipes sont basées en France, notre support est basé en France, nos équipes projets sont basées en France, et ça, c'est extrêmement important aussi dans la démarche d'acteurs français et européens. Bien, je vous propose de passer à la démonstration avec un cas d'usage alors assez basique, si je puis dire, mais qui va permettre de projeter un petit peu tout le monde dans l'usage de la signature électronique. On va partir d'un contrat de travail avec 4 actions qui vont être réalisées. Un approbateur qui va finalement valider le contrat et le recrutement de la personne. On va avoir le chargé RH qui va signer. On va avoir Ludovic Collab qui va être le nouveau collaborateur qui va signer. Et on va avoir un destinataire qui va être informé à la fin du workflow. Allez, c'est parti. On démarre tout de suite. Vous allez voir à l'écran l'outil CertinaSign. On va démarrer par l'écran le dashboard. Pardon. Dans le dashboard, vous allez avoir la possibilité de remonter ces fameux modèles de signature que j'évoquais tout à l'heure. Voyez. Alors ici, ces modèles de signature, moi j'en ai remonté 2 parce que je suis finalement le chargé RH qui initie le document. Et donc j'ai 2 modèles qui me sont mis à disposition. J'ai un modèle contrat de travail et j'ai un modèle promesse d'embauche. D'accord. Et on voit ici la constitution du circuit pour chacun de ces modèles. Évidemment, si je le souhaite, je peux partir de zéro pour créer ce projet. Là, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est véritablement de mobiliser tout de suite comment dirais-je, le modèle. Et le modèle, il va tout de suite remonter le circuit, le circuit par défaut, d'accord, qui a été paramétré. D'accord. Et on voit qu'on a un approbateur, 2 signataires, un destinataire. Alors évidemment, vous avez la possibilité de modifier les personnes qui interviennent dans ce circuit. Par exemple, ici, ce n'est pas Martin salarié que je vais faire signer, d'accord, c'est ce fameux Ludovic. Voilà. OK. Je peux venir connecter la solution à vos annuaires d'entreprise pour récupérer les acteurs
les acteurs internes, pardon, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des contacts externes qui seraient des personnes que vous faites signer régulièrement, par exemple. OK, et là, voilà, on a ce circuit qui est donc constitué. OK, vous voyez qu'à cet instant-là, je mobilise un modèle, je ne peux pas changer le circuit. Le modèle de circuit m'est imposé. Deuxième étape, je vais ici positionner les images de signature. Alors là, je le fais manuellement pour que vous voyez ici à quoi ça ressemble. On a la possibilité de mettre des tags de signature qui vont permettre de positionner les images de signature en automatique. D'accord? Et vous voyez ici que je positionne la mention et l'encart de signature pour chacun des signataires. Et j'ai également l'encart de paraphe qui va venir se placer directement en bas à droite de toutes les pages. OK? Dernière étape, c'est une étape de paramètres. D'accord? Alors, le mot est un peu fort, mais en fait, qu'est-ce que je paramètre? Je paramètre les dates d'expiration, je paramètre des périodes de réflexion potentielles, je paramètre des canaux de rappel. Ici, je suis dans un modèle. Là aussi, les choses me sont imposées. Je ne peux pas modifier la date d'expiration, je ne peux pas modifier les éléments de rappel parce que c'est inclus dans le modèle. Suivant. Étape finale, la possibilité de personnaliser les invitations, les notifications mail que chaque intervenant va récupérer. Donc, je vais donner un nom ici au projet, d'accord? Et ici, par exemple, pour le signataire externe, Ludovic Collab, je vais pouvoir personnaliser l'objet et le contenu du mail. Alors, je vais le faire pour vous montrer le principe, mais on pourrait le faire pour les 4, d'accord? Signature de votre contrat de travail chez Société SA, par exemple. Okay, et ici, bonjour, je vous invite à signer votre contrat de travail. Merci, l'équipe RH de Société SA, par exemple. OK? Et vous voyez que vous avez la projection tout de suite du message dans, le viewer ici, ici à droite. OK? Je le fais pour un, encore une fois, je pourrais le faire pour l'ensemble des intervenants. OK? Suivant. Et là, c'est parti. Le projet, il part en signature. Vous voyez, alors ici, j'étais un peu descriptif, donc forcément, ça a mis un petit peu de temps, mais vous voyez que en quelques minutes, je suis capable de créer un nouveau projet de signature depuis ce modèle de signature. J'arrive directement sur le suivi ici de mon dossier. Vous voyez, je vois tous les acteurs du dossier et je vois ici qu'une première notification a été envoyée à Vanessa Marquette. Donc, je vais aller me connecter à la boîte mail ici de Vanessa Marquette et je vois que j'ai donc un document qui vient de m'être envoyé ici. Alors, je crois que ce n'est pas la dernière. Voilà, elle est là. Tac, voilà, elle est ici. OK? J'accède au projet et là, je me connecte. Enfin, je me connecte. J'accède à la solution sans avoir à me connecter. Hein. Je suis pas obligé d'avoir un compte ici pour accéder au document. D'accord? J'accepte les conditions générales d'utilisation. J'accède au document. D'accord? Je peux zoomer ici si je le souhaite pour relire les éléments. Si je veux refuser le document, je peux refuser le document et même y mettre un motif de refus, un commentaire. Ici, pour la démonstration, je vais approuver. D'accord? On n'impose pas de certificat, on n'impose pas de marque particulière, on type juste dans la solution que ça a été approuvé par Vanessa Marquette qui peut donc accéder ici au document. D'accord? Si je retourne dans la solution et que j'actualise ici le suivi de mon dossier, je vois que ça a été approuvé par Vanessa Marquette. OK? Je vais maintenant me connecter en tant que le futur collaborateur, d'accord, qui va recevoir la notification la notification lui a été envoyée ici, d'accord. Alors, le temps, juste pour moi, de faire une petite manipulation de partage de mon écran de téléphone pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, d'un point de vue. Alors, ici, vous ne voyez pas l'écran. Tac.
Viens là, hop, tac. Voilà, je vous partage ici. Hop. L'accès à mon téléphone. Alors, je suis désolé, il faut que j'actualise ma boîte mail. Hop. Voilà, et vous avez ici l'invitation assignée qui apparaît. Un petit peu capricieuse ma boîte mail personnelle ici. Je vais voir si je peux y accéder peut-être depuis l'application, excusez-moi. Voilà, je pense que ça va être plus facile si je le fais depuis l'application. L'idée, c'est que vous accédez en fait à la notification. Petit souci de réseau, je suis désolé pour cette lenteur. Je ne sais pas, là, c'est la boîte Outlook qui est un petit peu capricieuse. Je peux vous montrer potentiellement sur un autre test que j'avais fait à quoi ressemble cette notification ici. Voilà, pour pouvoir accéder, j'aimerais bien accéder au bon document. Là, voilà. Hop, tac. J'accède au projet. Et j'arrive sur la solution. Alors ouais, je capte, je suis désolé, je suis dans les bureaux à Boulogne et on ne capte pas très bien là, dans cet étage-là. Voilà, on y arrive. Donc j'accepte les conditions générales d'utilisation pour pouvoir signer électroniquement. J'accède au projet. La première chose qu'on me demande, c'est de valider les 4 derniers numéros, chiffres de mon numéro de téléphone. Chose faite, j'accède au document. Je peux relire ce document ici, d'accord? Refuser ou signer, hein, même principe. Je signe. Ici, je reçois un code OTP. Voilà, un instant, 70 17 19. Je valide. Et ensuite, il y a la mention légale sensible à la casse à écrire. Alors, hop. Voilà, on va y arriver. Et je peux également simuler une... Alors, excusez-moi, il faut que je l'écrive dans l'ordre, parce que sinon, il ne veut pas. Voilà. Vous voyez ici, si je mets juste E, il me dit que ce n'est pas bon. Il faut que j'écrive vraiment le « et ». Voilà. Et là, il me dit que c'est bon. Et je peux ici écrire ou récupérer une image de signature si je le souhaite. Je peux aussi faire un dessin à la main si c'est paramétré comme ça. Ici, ce n'est pas paramétré de cette manière-là. Et je valide. Et voilà, c'est terminé. Le signataire externe, il a signé. Il a consulté le dossier, il a mis il a fini son numéro de téléphone, récupéré l'OTP, récupéré les mentions légales, enfin saisi les mentions légales et signé. On repasse sur la plateforme de suivi et vous allez voir ici l'actualisation du dossier. Voilà, on a bien ici Ludovic Collab qui a signé. D'accord? Et maintenant, je vais me placer au nom de Romain Recrute, d'accord, qui doit donc signer ce document. Alors, Romain Recrute, lui, il n'a pas que ce document à signer. Il pourrait accéder au document depuis l'invitation mail qui lui a été envoyée. Mais il ne va pas, s'il a 10 documents à signer, 10 recrutements à faire, il ne va pas cliquer sur chaque invitation correspondant à chacun de ces dossiers pour signer. Il va plutôt accéder en ce qu'on appelle le mode parapheur, qui permet en fait d'accéder à un espace dans lequel je vais récupérer tous les documents qui sont assignés, d'accord, ou en tout cas ceux pour lesquels j'ai une action à faire. Et vous voyez ici, je récupère le contrat de travail que je dois signer. D'accord? Alors ici, j'ai des documents qui sont expirés parce que les dates d'expiration étaient très courtes. Mais si j'avais eu
plusieurs dossiers à signer, évidemment, j'aurai la possibilité de sélectionner plusieurs dossiers et de faire une signature en masse de l'ensemble de ces documents. D'accord? Donc ici, soit je signe la sélection et ça va me signer l'ensemble des documents en une seule manipulation. C'est l'intérêt de la signature en masse. D'accord? Ici, je vais vous montrer qu'on peut rentrer dans un projet de signature. J'ai cliqué ou j'ai pas cliqué? Voilà. Tac. Même principe, on fait une petite vérification de principe que c'est bien moi. J'accède au document, je relis le document, je signe le document. Okay. Je saisis le code OTP qui vient de m'être envoyé. 79 09 45. Je récupère mon image de signature. Paf, terminé. Et là, je suis dans un mode de signature, entre guillemets, en mode parapheur, qui est la possibilité de pouvoir signer à l'intérieur de la solution sans avoir à mobiliser, en fait, à partir des notifications mail qui me sont envoyées. Et évidemment, je peux récupérer l'ensemble des documents qui ont été signés ici. Je peux suivre les documents qui ont été signés. Même principe, là, j'en ai pas, mais même principe sur les dossiers à approuver. Je pourrais très bien faire de l'approbation aussi en masse. OK ? Je retourne dans mes projets de signature. D'accord ? Ici, je vois que le projet est terminé. Il est à 100%. Il reste en fait une dernière petite étape pour être véritablement à 100%. C'est de s'assurer que RVRH a bien reçu et consulté le document. D'accord ? Alors, RVRH, en fait, il a le même principe. Il a reçu un email ici. Tac. J'accède au projet. Il va accéder au projet de la même manière que les autres. Hop. Et lui, il ne fait que consulter. Il n'a pas d'action à faire. D'accord ? Il consulte, simplement. Et s'il veut, il télécharge les documents. Voilà. Il donne son accord. Et on arrive à la fin de ce projet de signature. Est-ce qu'il y a des questions avant que je termine cette démonstration ? Alors, pour l'instant, oui, que les PDF, mais dans les versions qui vont sortir, on va pouvoir inclure d'autres formats de fichiers, notamment le .doc et le .docx. DocX, pardon. Alors, dans ce cas de figure, oui, la démo que j'ai réalisée est une démonstration en signature simple, avec une vérification d'identité qui est réalisée avec ce code OTP. Et on va pouvoir apposer, je vais vous montrer, c'était la suite de la démo. On impose en fait un certificat caché serveur sur le document, puisque dans une signature de niveau simple, on ne délivre pas de certificat au nom de l'utilisateur parce qu'on n'a pas été capable de faire une vérification d'identité nominative poussée. D'accord ? Mais parce que c'est ce que comment dirais-je, le niveau simple demande. Hein. Le niveau simple n'exige pas de signature enfin de certificat électronique de signature nominatif. Par contre, effectivement, dans le cadre d'un niveau avancé ou qualifié, là, on aurait un certificat de signature électronique qui serait au nom du signataire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je voudrais vous ouvrir le document pour vous montrer ce certificat qui a été apposé dans le document. Hop, voilà. Et donc, ça ressemble à ça. On retrouve le document avec les deux marques de signature ici. Et vous avez sur la droite, ici, on a mobilisé un certificat donc de Certinia, où on est venu à la fois apposer le certificat et horodater aussi le document. D'accord ? Et
ici, je peux récupérer les éléments de détail de ce certificat, d'accord? Vérifier que le certificat est valide, bien sûr. Donc, on a bien apposé ici un certificat en mode caché serveur. OK. Est-ce que ça répond à votre question? N'hésitez pas à... Alors, c'est un cachet effectivement au nom de l'entreprise. Donc, on signe ici, on vous délivre en fait un certificat au nom de votre entreprise pour signer en fait au nom de votre entreprise. Il y avait une question aussi potentiellement sur la durée de conservation des documents. Alors, en standard, nous, on conserve les documents. Je ne parle pas des preuves, du dossier de preuve. Hein, je parle ici des documents qui sont signés. On les garde en standard 2 mois, ce qui vous permet en fait de pouvoir les récupérer ensuite dans votre système d'information par export ou extraction. D'accord. Si vous souhaitez qu'on conserve ces documents de manière plus longue, on a la possibilité de brancher notre système d'archivage électronique pour pouvoir en fait, gérer des conservations différentes de documents vis-à-vis des cycles de vie de vos documents. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait d'archivage électronique. C'est un add-on en fait qu'on est capable d'activer sur CertineAssign pour pouvoir vous faire profiter de durées de conservation plus longues. En ce qui concerne par contre le dossier de preuve et le manifeste de preuve, en tant que tiers de confiance, on le garde quasiment à vie. Voilà, parce qu'on se doit en fait de garder la preuve de l'action et de la délivrance du certificat qui a été enregistré, qui a été apposé. Donc vous avez la possibilité d'accéder aussi au manifeste de preuve depuis l'interface pour vérifier les éléments de détail d'ordre un peu plus technique, entre guillemets, sur la position de ces certificats. Je voulais vous montrer une dernière chose, si vous me le permettez, et après je réponds aux autres questions, c'est la gestion des modèles. Je vous ai montré comment est-ce qu'on mobilisait un nouveau projet de signature depuis un modèle. On paramètre ces modèles ici, dans cet onglet « Mes modèles » de parcours de signature. Et vous voyez qu'on peut créer des modèles par département. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la solution, elle se découpe aussi par département ou par service. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le département A ne verra pas les mêmes choses que le département B. Votre service RH n'a pas à voir les documents de la direction générale et le commerce, le service commercial n'a pas à voir les documents de la direction générale et des RH. Par contre, la direction générale a peut-être, je ne sais pas, le souhait de voir l'ensemble des documents qui sont signés. D'accord? Donc, on va pouvoir ici gérer des modèles de signature au travers de cet onglet modèle. Voilà. Alors, quelle étape faudrait-il dans votre exemple pour passer en signature avancée? Eh bien, ni plus ni moins qu'une vérification de la pièce d'identité. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur l'interface, une fois que vous avez saisi les derniers chiffres de votre numéro de téléphone, vous consultez le document et ensuite, on vous demande en fait d'uploader ou de prendre en photo votre pièce d'identité, passeport, carte d'identité recto verso ou titre de séjour, qui est vérifié en temps réel, d'accord, avec des vérifications, par exemple, de la ligne MRZ pour une carte d'identité, qui va faire un rapprochement entre les données de votre pièce d'identité et les données nominatives qu'il y a dans le projet. Par exemple, s'assurer que c'est bien la carte d'identité de Romain Leformal qui est bien le signataire dans le projet. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir délivrer une signature de niveau avancé par cette vérification d'identité.
Il y a la possibilité de faire une signature avancée avec un certificat qualifié. Alors, je suis désolé, on rentre un tout petit peu dans les détails techniques, mais c'est pour être très précis. La signature avancée avec un certificat qualifié permet de générer un certificat qualifié de signature, puisque jusqu'à là, on délivre des certificats typés LCP, un Light Certificate Protocol, qui ne sont pas du niveau qualifié en termes de niveau de signature. Donc, pour faire pour faire un certificat, générer un certificat qualifié, on va là, par contre, faire un processus PVID, en fait, en amont de la signature. Voilà. Et ça, c'est natif dans la solution. On a, voilà. Donc là, la partie PVID, en quelques mots, c'est on va capter, non pas, on va pas prendre une photo de la pièce d'identité, mais on va capter en direct la pièce d'identité qu'on va faire bouger, etc., de manière à récupérer des éléments holographiques de la carte d'identité, par exemple le côté cartonné, par exemple le RF qui s'affiche, etc. On va faire une biométrie faciale, donc on va vous demander de sourire, tourner la tête, cligner des yeux, etc., dans un processus vidéo. On va faire un rapprochement, un face matching entre la photo qui aura été extraite de la carte d'identité et une image vidéo de votre visage. On va matcher les deux, on va voir si c'est la même personne qui réalise l'action. Et troisième étape qui est obligatoire dans un processus PVID, c'est qu'on a un back-office, des agents qui vont faire une dernière vérification que tout ça est cohérent. Et c'est au bout de ce processus qu'on récupère ensuite ce que vous avez vu tout à l'heure, saisie du code OTP, les mentions légales et la signature finale. Donc, tout dépend en fait le niveau de signature avancée que vous souhaitez réaliser. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On se tient évidemment à votre disposition. Merci pour votre attention, pour vos questions. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, évidemment, il y a le site startinia.com et le site tessi.eu pour vous guider dans vos démarches. Et notre équipe commerciale se tient évidemment à votre disposition si vous souhaitez voilà, qu'on vienne vous présenter cette magnifique solution qui est Certinia Sign. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.